Choix 98.1 Radio X. C'est Gravel dans le retour. Étant donné que c'est l'Halloween et que contrairement à la moitié de la province, on a décidé de souligner l'anniversaire à la bonne date, faut dire que la météo nous a pas donné le choix. Si vous trouvez ça moche ce soir, dites-vous que ce sera pire demain avec des vents en rafale jusqu'à 80 km/h. On s'est pas déguisés, nous autres. On s'est pas donné de bonbons, nous autres, mais on est quand même un petit peu égoïste. Et on a décidé de se faire un cadeau. Moi, ça fait longtemps que je veux entendre dans notre émission la personne qu'on vous présente à l'instant. Et on s'est dit, en discussion de groupe, s'il y a une personne qui peut nous entertainer, nous intéresser, nous hypnotiser et nous apprendre des choses concernant la fête de l'Halloween, ben c'est le co-animateur des radios X-Files le vendredi, enquêteur du paranormal. Christian Page est avec nous autres. Christian Page, bonne fin de journée. Bonne fin d'après-midi à tous. Hey, c'est vraiment un honneur. On est des fans. C'est très rare que lorsque j'écoute une émission de radio, je vais me placer sur les 4 flashers dans un U-turn d'autoroute. Je l'ai déjà fait en écoutant les radios X-Files parce que j'étais complètement hypnotisé par les histoires, par les vérifications. C'est des phénomènes, c'est des histoires qui nous fascinent. Puis votre façon de le faire, moi j'ai toujours trouvé ça intéressant, j'ai toujours trouvé ça fascinant et je vous remercie pour ça. Ben écoute, je prends les compliments pour moi et pour Marceau parce que bon, on est deux à la barre de ça et on est, je pense, tous les deux très satisfaits de la réponse du public pour cette émission. Et écoute, tu n'es pas le seul non plus à nous dire ça, que même les gens arrivent chez eux puis ils restent dans leur stationnement avant de sortir de la voiture, ils attendent une pause ou quelque chose comme ça parce qu'ils sont accrochés par la thématique de l'émission. C'est vraiment extraordinaire, une belle réponse du public, on est très très contents de ça. Profitons du temps qu'on a ensemble, sans préliminaire et sans tarder. L'Halloween, pour nous autres, on se déguise, on va chercher des bonbons, puis ça ressemble pas mal à ça. Ça vient d'où, cette fête-là? Qu'est-ce que Christian Page peut nous raconter sur l'Halloween? Ah, c'est une belle histoire parce que ça nous amène dans un contexte un peu religieux et païen en même temps. Je vais pas endormir les auditeurs avec un cours d'histoire, mais il faut quand même remonter au 4e siècle après Jésus-Christ, alors que le christianisme se répand partout en Europe. Évidemment, on essaie de ménager la chèvre et le chou avec les sociétés païennes, parce que tout le monde ne sont pas toujours prêts à se convertir au christianisme. Et c'est exactement ce qui va se passer avec les sociétés païennes qu'on retrouve en Irlande et en Angleterre. Ces gens-là ont des fêtes. Et l'une de ces fêtes, parce que bon, aujourd'hui, notre année est bien conçue selon des données astronomiques. Elle est séparée par 4 saisons avec des positions astronomiques précises. Mais il faut savoir qu'à cette époque, l'année se divisait en 2 grandes parties. On avait la période des récoltes puis la période de l'hiver. Donc, c'était à peu près ça. Et la fin des récoltes marquait d'ailleurs l'avènement de la nuit ou la soirée plus longue, les périodes froides. Et à ce moment-là, donc, on faisait une espèce de grand festival pour souligner la fin des récoltes, une fête qu'on appelait la fête de Shemaine. Et c'était, en fait, on donnait également une prépondérance aux morts. Et donc, on mettait à l'extérieur des résidences des légumes, généralement des légumes avec des racines, comme vous l'avez compris, une citrouille ou encore des pommes de terre. Donc, ça nous vient de là. Et là, on espérait que les défunts viendraient durant la nuit, prendraient ces légumes et en même temps apporteraient une espèce de bénéfice pour que la saison froide soit moins froide, moins rigoureuse et on espérait, avec les récoltes, pouvoir se rendre à la prochaine saison des moissons. Donc, c'était la fête des morts, mais en même temps la fête de la fin de cette grande période de la saison des moissons. Et également, et donc là, on a déjà une première idée. Quand le christianisme est arrivé, on s'est dit, bon, on a une fête païenne et on s'est dit, on va l'inclure dans le calendrier. Elle va demeurer une fête païenne, ça ne deviendra pas une fête chrétienne, mais on va l'accepter avec moins de réserve. Et cette fête païenne, on va la placer juste avant la fête des saints, la fête de la Toussaint. Et donc, c'est devenu la fête de la veille de la Toussaint. Et en anglais, on disait, All Hallow
Eve, la veille de la fête de la Toussaint, et avec le All Hallow Eve, c'est devenu Halloween. Ça donc, coule mieux sur la langue. Hein? Ça coule mieux sur la langue, effectivement. Et donc, c'était la fête qui soulignait la fête des morts dans les cultures païennes qui était à la veille de la Toussaint. Et durant cette même période, les gens, toujours dans cette culture païenne, les gens les moins nantis envoyaient des enfants, des groupes d'enfants chez les gens, les mieux nantis, pour leur faire des numéros, soit des chants, des cantiques. Et là, on espérait que ces gens-là leur donnent des fruits, des légumes ou encore surtout des fruits secs, hein, des noix ou des trucs comme ça, pour pouvoir prolonger, en fait, augmenter, si je puis dire, les denrées qu'on avait accumulées pour la saison froide. Et on appelait cette fête, ou cette activité, le gingling. Donc, on a récupéré le gingling dans l'Halloween, et donc, les enfants vont de porte en porte pour quémander, en fait, des friandises qui nous rappellent cette notion-là. Fait que le fatigant à Saint-Fulgence qui nous demandait de chanter une chanson pour nous donner des bonbons, nous autres, on le trouvait ennuyeux, mais dans le fond, il respectait la tradition plus que n'importe qui d'autre. Oh, absolument, absolument. Donc, lui, il était réellement dans la foulée de ce gingling. C'est bon. Donc, on le voit, on récupère ces éléments-là et tout ça va permettre de mieux accepter l'évangélisation, le christianisme qui s'impose peu à peu à travers l'Europe en acceptant d'inclure dans le calendrier des fêtes païennes qu'on va accepter sans vraiment les inclure comme étant des fêtes chrétiennes, mais elles vont être incluses dans le calendrier et avec une certaine complaisance. Et là, bon, évidemment, ça va permettre plus facilement d'évangéliser ces sociétés dites païennes. Donc, on a cette grande culture, 4e siècle, hein, on est aujourd'hui, 15 siècles plus tard, et on souligne encore cette fête de l'Halloween. Je dois vous dire, messieurs, que la fête de l'Halloween dans les pays occidentaux, c'est devenu, au fil des ans, la 2e fête la plus importante après la fête de Noël. C'est la fête où les gens vont dépenser le plus, les gens vont se costumer, les gens vont décorer leur maison. C'est vraiment la fête où on se donne le plus après la grande fête de Noël. C'est drôle, quand je pense à l'Halloween, je pense aux sorcières. Je sais qu'il y a des endroits en Amérique du Nord où on a fait la chasse aux sorcières pendant plusieurs années. Est-ce que c'est une fête, à un moment donné, en opposant la fête païenne à la religion et ainsi de suite, est-ce que c'est une fête, à un moment donné, qui est devenue, je sais pas moi, une espèce de crainte du satanisme, de la sorcellerie et ainsi de suite? Est-ce que c'est ramassé à l'index à un moment donné, la fête de l'Halloween? Pas vraiment, parce que la fête de l'Halloween est toujours demeurée une fête païenne. C'est plutôt l'Halloween qui va récupérer des périodes de l'histoire, et en particulier ces grandes chasses aux sorcières. D'ailleurs, c'est amusant, messieurs, que vous me parliez de ça, parce que demain, le 1er novembre, nous allons recevoir à l'émission des Radio X-Files le professeur Patrick Snyder, professeur d'histoire, en fait, il est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, et on va justement parler de ces grandes chasses aux sorcières qui ont marqué la Renaissance. Génial. Donc, on va récupérer ça. Mais les chasses aux sorcières, elles se produisent. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, il y avait des grandes périodes de sécheresse, des périodes de famine en Europe. Et à cette époque, évidemment, le monde était manichéen. C'était bien ou mal. Et si c'était bien, c'était Dieu, puis c'était mal, c'était le diable. Donc, comme on avait une période de sécheresse, on avait une période de famine, même parfois la maladie, on se disait, ça, c'est le diable. Et si le diable est là, il faut l'avoir invité. Le diable ne vient pas s'il n'est pas invité. Et qui invite le diable? Les filles d'Ève, les femmes, les suppôts du diable. Et c'est pourquoi les chasses aux sorcières vont surtout s'articuler autour des femmes. Il y a tout un contexte, on est au lendemain de la guerre, de la grande guerre de 100 ans, puis tout ça. Il y a tout un contexte social qui se développe, et c'est normal, il y a des sociétés qui vont s'articuler autour d'un matriarcat. Et le pouvoir masculin, le démon testostérone, n'aime pas beaucoup le pouvoir féminin. Donc c'est l'un des contextes dans lesquels ces chasses aux sorcières vont s'articuler. Vous avez mentionné l'Amérique. C'est vrai qu'en Amérique aussi, on a eu une chasse aux sorcières, mais moins importante qu'en Europe. En fait, le seul grand foyer de chasse aux sorcières qu'on a eu en Amérique, il est très connu, c'est les fameux procès de Salem, oui, au Massachusetts. Et c'est amusant entre guillemets, bien sûr, de voir que cet événement assez tragique de l'histoire américaine a été récupéré dans le folklore populaire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce soir, à Salem, c'est la grande soirée, hein. Et pour les gens qui ont été à Salem le soir de l'Halloween,
toute la ville vibre aux lumières, aux couleurs de l'Halloween. Les voitures de police, même à Salem, les voitures de police sont décorées par le logo de la ville, qui est une sorcière sur un balai. Donc, c'est vrai, on a récupéré tout ça. C'est devenu une grande fête. Écoutez, pour vous donner une idée, là, la fête de l'Halloween à Salem, c'est comme la fête de la Saint-Jean-Baptiste ici au Québec. Vous voyez à quel point on a récupéré cet événement-là, qui est pourtant un événement assez triste dans l'histoire. Donc, c'est vrai qu'on va récupérer dans la fête de l'Halloween zombies, vampires, sorcières, mais tout ça ne vient finalement que se greffer sur une ancienne fête païenne qui, elle, n'est pas nécessairement à l'origine de ces grandes chasses aux sorcières qui ont marqué la Renaissance. Christian, pendant qu'on t'a avec nous, je veux que tu nous glisses un mot sur le jeu Une nuit à l'hôtel 54 parce que nos amis de Club Jouet l'ont sélectionné comme un des jeux à se procurer absolument pour l'Halloween. Et eux autres aussi te vouent un culte, Christian. Ils nous l'ont dit, ils nous l'ont avoué. Puis quand ils nous ont dit que c'était ta conception et ta narration, ben là, c'est sûr que là, nos oreilles se sont ouvertes, nos yeux aussi. J'ai le jeu entre les mains et ça me rappelle les jeux Atmosphère qu'on jouait avec une cassette VHS quand on était plus jeune. Raconte-nous c'est quoi ce jeu-là et plonge-nous dans l'horreur, comme on dit. Voilà, c'est une belle réflexion parce qu'en effet, le jeu rappelle cette gamme de jeux qui avait été commercialisée dans les années 90, Atmosphère. Oui. Donc, l'idée ici, l'Hôtel 54 est un véritable lieu. C'est un endroit à Saint-Jean-sur-Richelieu, près de la frontière américaine. C'est un véritable endroit dit hanté. Alors, il faut savoir qu'une partie de la petite ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a été rasée par un grand incendie à la fin du 19e siècle. L'Hôtel 54, c'est un lieu, un théâtre, qui a été construit sur les ruines de ces anciens bâtiments. Et en dessous, il y a des labyrinthes que l'on dit être hantés par les personnes décédées lors de ce grand incendie. Alors, le jeu, l'Hôtel 54, amène les joueurs. Bon, idéalement, c'est de se réunir 5-6 personnes à la maison. On peut le faire à l'Halloween, mais dans n'importe quelle grande réunion familiale ou amicale, comme les fêtes de Noël qui approchent, les fêtes du Nouvel An. Donc, on se réunit et là, les joueurs vont suivre un véritable groupe de chasseurs de fantômes qui vont de pièce en pièce dans ces labyrinthes souterrains et au sortir de chacune des pièces, les invités, les joueurs, sont invités à relever un défi. Évidemment, les défis vont crescendo. Au début, on se tourne de côté, on jette un mauvais sort à notre voisin, mais plus on avance dans le jeu, il est possible à un moment donné qu'on allume une chandelle en se tenant par la main et qu'on fasse une incantation des esprits dans l'espoir de faire éteindre la bougie. Donc, et si la flamme s'éteint, est-ce que ce sera parce que vous avez imaginé quelque chose? Est-ce que c'est votre imagination qui vous joue des tours? Est-ce le pouvoir psychique collectif des gens autour de la chandelle? Ou peut-être sont-ce des revenants? Donc, on voit, le jeu est un terreau fertile à créer des espèces d'expériences sur les sens, le fantastique, et tout ça tourne autour du fantôme. Ça reste très ludique. On s'amusait, nous, au moment où on a développé le jeu. Je ne suis pas le concepteur du jeu, je ne suis que finalement l'hôte et le narrateur. Oui. Mais quand le jeu a été développé, on appelait comme ça entre nous le jeu le Ouija 2.0. Mais on voulait pas trop mettre le Ouija parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a été très diabolisé par le cinéma. On se rappelle, par exemple, dans le film L'Exorciste, la petite Regan McNeil devient possédée par le démon après avoir joué Ouija. C'est donc on évitait de trop évoquer le Ouija, mais ça reste très ludique, c'est très amusant et j'espère que les gens vivront en fait cette expérience cognitive avec le surnaturel. Il y a une chose que j'ai jamais réussi à déterminer, puis ça fait des années que j'écoute Christian Page dans les conversations avec Marceau. Je comprends la passion, je comprends être enquêteur du paranormal, mais la question que je me suis toujours posée, à quel niveau on croit à ces histoires-là? Parce que moi, je sens la passion dans les histoires que vous nous racontez à tous les vendredis soirs, puis à chaque fois que je vous entends sur les ondes ici à Radio X, mais et c'est la beauté de la chose, j'ai jamais senti qu'on essayait de me convaincre de la véracité de certaines histoires versus le fait qu'il y en avait peut-être des histoires un petit peu plus friables, un petit peu plus fictives. Et c'est la beauté de la chose. Moi, c'est ce que j'apprécie, qu'on réussisse à se faire notre propre opinion puis notre propre vision des choses. Mais est-ce que on croit aux esprits quand on est un enquêteur du paranormal ou on est juste un éternel sceptique qui ne demande qu'à être confondu?
Bon, dans un premier temps, je vois que tu as bien compris mon message. et le message est le suivant, c'est-à-dire que moi, j'ai une passion pour ces phénomènes qui perdurent depuis 42 ans. La flamme est toujours là. Ça paraît. Est-ce que l'histoire, en fait, comme journaliste, c'est amusant parce que ce n'est pas le journalisme, qui m'a amené au paranormal, mais le paranormal qui m'a amené au journalisme. Quand j'étais adolescent, j'ai vécu une expérience étrange et tout ça a allumé la flamme. Et ce que je peux dire aujourd'hui comme journaliste, c'est que ces sujets-là sont fascinants. Il y a il faut quand même reconnaître qu'il y a 90% à peu près de bullshitage, là. Mais il y a un noyau de 10% d'événements qui ont été bien documentés et qui nous amènent à toutes sortes de réflexions. Est-ce la preuve que l'au-delà existe? Est-ce la preuve que nous sommes visités par des extraterrestres? Je ne sais pas. Mais ces sujets-là sont fascinants et ils nous posent comme individus de très sérieuses questions et la science n'a pas toutes les réponses. Elle s'y penche, bien sûr. En catimini, dans l'ombre, il y a toutes sortes de scientifiques qui s'intéressent à ces sujets. Dans le domaine des neurosciences, par exemple, on a eu une révolution qui nous a amené à mieux comprendre toutes sortes de phénomènes cognitifs que l'on associait à tort à des revenants. Parce qu'il faut savoir, 80% des histoires de fantômes sont d'abord et avant tout des expériences subjectives. J'ai ressenti quelque chose, j'ai entendu ou eu l'impression d'entendre des voix. Les neurosciences ont apporté des réponses à plein de phénomènes. Mais il y a encore toute une gamme de sujets ou d'expériences pour lesquels on n'a aucune explication. Et pour le moment, il est impossible de dire si ce sont des revenants, si c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Mais justement, c'est le fait d'être dans cette zone grise qui nous fascine. Mais est-ce qu'il y a un endroit prétendument hanté où vous êtes allé, que vous avez senti un petit quelque chose? Je sais pas comment le dire, là, mais un inconfort quelconque? Écoute, je vais te raconter une histoire que je raconte souvent. C'est peut-être une des expériences les plus troublantes que j'ai vécues, surtout pour moi qui crois pas trop aux revenants. Je crois aux expériences, mais les revenants pas trop. Alors, à l'époque, je tournais la série Dossier Mystère pour Canal D. C'est moi le concepteur de cette série. Et on se retrouve en Floride à visiter un musée. Il faut savoir que ce musée était autrefois une ancienne maison de ferme, transformée en clinique médicale et puis devenue un musée. Chacune des pièces est décorée selon l'évolution de la vie rurale en Floride. On a un salon décoré selon la mode des années 1950, une chambre de la fin du 19e siècle, donc tu vois un peu le genre. Et on raconte que l'endroit est hanté par le fantôme d'une fillette de 4 ans, la petite Jessie May Saxon, qui aurait d'ailleurs été exposée dans la maison. À l'époque, on faisait des veilles funèbres et quand on entre dans le musée, la première chose que l'on voit, c'est une photo de cette fillette dans son berceau exposée dans cette veille funèbre. Et on nous dit que le fantôme de la fillette continue d'arpenter les corridors de l'endroit. Et en faisant le tour de l'endroit, la propriétaire et en fait la directrice du musée m'amène dans une chambre au premier étage où il y a un berceau avec 2 poupées de porcelaine comme on en retrouvait à la fin du 19e siècle. Et elle me dit, vous voyez, ces poupées ne sont pas celles de la petite Jessie May Saxon, mais quand des visiteurs les touchent, c'est là que les manifestations se produisent. Parfait, elle me donne les clés de l'endroit et elle me dit, quand vous aurez fini votre tournage, Monsieur Page, vous ramènerez les clés à l'hôtel de ville. Dès qu'elle eut tourné les talons, je suis monté dans la chambre du premier étage, j'ai pris les 2 poupées, je les ai secouées en faisant des incantations, implorant la petite Jessie May Saxon de se manifester. Rien du tout. 30 minutes plus tard, j'étais au grenier, mon caméraman était dos à moi, donc on ne me voit pas à l'image, mais on m'entend au son. Je lance soudain quelques jurons. Le caméraman se retourne et là, on me voit à l'image. Je suis blanc comme un drap. Le caméraman me demande qu'est-ce qui se passe. Et là, je lui explique que j'ai clairement senti une main d'enfant se refermer sur mon avant-bras. Doigt par doigt, j'ai senti la main se refermer, me serrer l'avant-bras. Alors le caméraman, voyant mon état, et lui qui était très courageux, me regarde et me dit « On décalisse ». Et croyez-le ou non, messieurs, en moins de 15 minutes, tout le matériel était empaqueté. Merci, bonsoir. Le tournage s'est terminé abruptement de cette façon. C'était quand même très troublant, même si aujourd'hui, je sais, j'aurais tendance à dire, bon, les neurosciences nous disent que notre cerveau nous joue des tours, que c'est l'imagination. Néanmoins, l'expérience empirique, telle que je l'ai vécue, j'ai clairement senti les doigts d'un enfant se refermer sur mon avant-bras. C'était très troublant. Christian Page, merci infiniment du beau privilège et on va vous écouter avec Marceau demain avec plaisir pour jaser des sorcières. Ça me fait plaisir. Bye Bon bye. Halloween à tous.
J'adore ce monsieur-là. Moi aussi, oui. Christian Page, je le prendrai à tous les jours. Pour vrai, moi, c'est des dossiers qui me fascinent, mais souvent, je trouve que les porte-paroles, c'est des gens qui essayent de nous convaincre, qui essayent de nous vendre un char. Ouais, ouais. Soit nous vendre que il n'y a rien qui marche puis c'est de la bullshit, ou nous vendre que les esprits existent puis tout ça. Lui, il est entre les deux et c'est ce que j'ai toujours apprécié. Il nous conte ça parce qu'il sait que c'est des bonnes histoires. Puis c'est sa versatilité aussi. Il Oui. peut te parler de ça, il peut parler de la fausse mort cachée d'Adolf Hitler, il peut te parler de plein de patentes. Ça doit être les shows les plus faciles que Marceau fait dans une semaine. ça. Je sais pour vrai là, que sur une base personnelle, Marceau, c'était son wet dream, ce show-là. Non, mais pour vrai. Là. Oui, je sais. Puis bravo à Marceau. Je pense même qu'il a travaillé fort pour réussir à avoir ce show-là. C'est son idée, c'était son projet, c'était son bébé. Il y croyait beaucoup et je pense que l'expérience lui donne raison mur à mur. Bravo à Christian Page, bravo à Marceau. Puis pour ceux qui ne savent pas, on parle des radios X-Files. C'est le vendredi soir à compter de 20h. C'est ce phénomène-là à tous les vendredis soirs, qui vous raconte qu'il peut partir sur n'importe quel trail, qu'il peut partir sur n'importe quelle histoire. Puis je vous dis, c'est un homme captivant. Ah, c'est un rendez-vous. Comme dans le temps, les dossiers mystères pouvaient être un rendez-vous, puis c'est la force de la radio. Parce que quand on nous présente, mettons, du visuel, à un moment donné, tu sais, notre cerveau va prendre le dessus puis va se dire « Ouais, ça se peut pas ». Mais de la manière dont il raconte ses histoires. Essayez de ne pas avoir les images dans votre tête. Ah non, c'est un conteur sensationnel. Les gens sur le texto, là, ils ont des frissons à grandeur Ah, mais du tant corps. mieux. Regarde, pour vrai, si vous saviez pas c'était qui puis qu'on vous l'a fait découvrir, vous venez de faire ma semaine. J'espère qu'il y en a quelques-uns. Puis si vous l'écoutez pas en direct le vendredi soir, on comprend qu'il y a plein de gens qui font d'autres choses, qui sont dans leur fin de semaine et ainsi de suite. www.radiox.com, les émissions normalement sont là en format intégral. Ça s'écoute n'importe quand, n'importe comment. C'est comme des podcasts, c'est du gros bonbon. Profitez-en. Saluez le chum Marceau. Qui reçoit d'ailleurs ce soir pour faire peur. Tu sais, c'est l'Halloween ce soir. Faut faire peur au monde. Et Marceau a